Nous allons passer à la conclusion des affaires. Je vais laisser la parole à Dr. Soyez le bienvenu. Merci. Merci, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur, chers auditeurs, chers participants. Je vous remercie. Je crois que j'ai été déjà présenté. Alors, j'ai eu l'honneur d'intervenir ici pour traiter de l'intelligence artificielle en rapport avec l'évaluation des apprentissages. Avant, une petite parenthèse, j'ai plaisir à fouler le sol de l'ARTM parce que je l'ai fait pour la première fois il y a 33 ans, quand en 1991, je venais ici pour passer le concours, n'est-ce pas, pour être étudiant. Ben, j'ai été un candidat malheureux, mais bon, je ne suis pas aussi malheureux que ça. Merci. Alors, la transition passée. Alors, l'intelligence artificielle. On parle d'intelligence en général, mais pourquoi artificielle? Alors, en opposition à l'intelligence humaine, n'est-ce pas, qui relève de la création divine. Artificielle parce que ça relève de la création humaine. Alors, l'intelligence artificielle appliquée à l'évaluation des apprentissages. Rien n'est nouveau aujourd'hui. L'apprentissage, nécessairement, pour pouvoir diagnostiquer si les habiletés enseignées ont été acquises, on évalue. Mais avec la révolution informatique et tout, et l'informatique qui s'est mise dans tous les domaines de la vie, même dans la médecine, dans la chirurgie, on parle de télémédecine aujourd'hui, l'éducation n'est pas en reste. L'intelligence, n'est-ce pas, s'y implique véritablement davantage, d'ailleurs beaucoup davantage depuis la pandémie de la Covid-19. Alors, allons-nous donc vers une révolution des pratiques éducatives? Là est la question. J'aime bien ce savant français, qui malheureusement n'est plus des nôtres depuis le 1er juin 2019, qui dit, et je cite, « Chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. » C'est de Michel Serres. En effet, vous pouvez voir déjà ici, depuis nos aïeux, le support de la connaissance, c'était notre être entier. On n'avait rien, on n'avait pas de support pour écrire. La transmission se faisait exclusivement par l'oralité. Voilà, des roues et des rats, on parle d'hommes-singes, etc. Alors, changement de civilisation, la population augmentant, on demande maintenant de consigner ses mémoires. Ils ont souci, n'est-ce pas, pour leur descendance, mais quand nos petits-enfants viendront après nous, est-ce qu'ils sauront de quoi notre société était organisée, etc. Ce souci, n'est-ce pas, de consigner leur mémoire est né donc. Et donc, les gravures rupestres, ça c'est le premier support, l'un des premiers supports, n'est-ce pas, de la connaissance. Chaque fois que la connaissance a changé de support, la civilisation a changé. Mais bien entendu, ces gravures rupestres sont dans des grottes d'habitation et on ne peut pas se déplacer avec. Alors vous savez très bien que nos ancêtres, même nous-mêmes, on est très nomades, on voyage beaucoup, on ne peut pas voyager avec nos maisons, avec nos mémoires. Ainsi donc, des ingénieurs de l'époque inventèrent la tablette de pierre, où on pouvait graver, n'est-ce pas, nos mémoires. La connaissance a changé de support, la civilisation a ainsi donc changé. Mais les tablettes de pierre, au regard de leur masse et au regard de la massification à l'époque des connaissances, ne pouvaient pas, n'est-ce pas, être supportées par les diligences, par les chevaux, par les chameaux qui nous servaient de véhicules, de locomotives pour les voyages. C'était trop lourd pour ces bêtes, c'était trop lourd pour nous. Alors, des ingénieurs de l'époque, alors, ont inventé quelque chose de plus léger, un support plus léger, n'est-ce pas, le papier, le papyrus. Changement de civilisation, changement de support de connaissance. Avec la démocratisation de la connaissance, la révolution des masses paysannes et autres, parce qu'avant, c'était les nobles qui avaient accès à la connaissance scripturale, où on devait les éduquer, n'est-ce pas, à diriger le peuple. Mais tout le monde veut pouvoir diriger. Le peuple se révolutionne. Tout le monde veut avoir accès à la connaissance. Ainsi donc, naquit la civilisation du livre.
pour multiplier davantage, n'est-ce pas, les supports de connaissances et rendre plus accessible, n'est-ce pas, la connaissance à tout le monde. Mais depuis le 21e siècle, 20e, 21e siècle, nous avons un nouveau support de connaissances, le numérique. On avait la civilisation du livre, nous y sommes toujours, bien sûr. Nous sommes à l'interface. Il y a une méthode d'évaluation. Nous avons maintenant le numérique. Il va falloir qu'on pense déjà, et c'est ça le génie du pédagogue. Il ne s'agit pas de rejeter ce qui est nouveau, il s'agit plutôt de s'adapter, de s'inventer, de réinventer ces méthodes. Donc, c'est ce qui nous réunit cet après-midi. Nous sommes à la civilisation du numérique, le Digital Age. Je vais donc à l'éclatement de la pandémie Covid en 2019. Vous avez vu un peu les instances mondiales de l'éducation grouillées pêle-mêle. Et donc, vous avez ici, n'est-ce pas, un témoignage de Madame Mazoulé de l'UNESCO qui annonçait, n'est-ce pas, un grand rassemblement pour revoir, n'est-ce pas, repenser les programmes et revoir, n'est-ce pas, les façons d'apprendre. Alors, malheureusement, je ne sais pas si mon audio peut s'amplifier, mais je voudrais bien vous écouter ça un peu, mais hélas, c'est pas possible. Ok, c'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave si c'est pas connecté à l'audio. Je vais juste commenter. Attends, il va voir le téléphone. D'accord. Merci beaucoup. À l'Académie de la mer, on est équipé. Donc, je reviens un peu en arrière. Voilà. Bon, si c'est possible d'augmenter le volume, il faudra le faire quand ça va commencer. Alors, donc, Madame Mazoulé est interviewée ici par rapport, n'est-ce pas, au nouveau paradigme de l'éducation. On peut augmenter? Pourquoi est-ce qu'il est c'est le maximum? important de repenser l'éducation et quels sont les enjeux de cette initiative? C'est une démarche assez ambitieuse que nous avons lancée, qui vise à repenser l'éducation au regard des enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. Parce que beaucoup d'États s'interrogent sur les politiques éducatives. Il y a la question d'abord de l'accès à l'école, de la qualité de l'apprentissage, mais plus fondamentalement, tout le monde se pose la question comment est-ce que l'éducation doit évoluer au regard des enjeux du XXIe siècle, qui ne sont pas ceux d'il y a 30 ans. Et il est bon de temps en temps de se reposer cette question fondamentale et de faire évoluer la doctrine sur l'éducation. Et pour ça, il faut de la coopération, il faut de la réflexion internationale autour de ces enjeux du monde qui ont changé. Le premier peut-être, et on en a beaucoup parlé, c'est normal dans cette Assemblée générale, l'enjeu du changement climatique. Et comment est-ce que l'éducation aussi prend en charge cette problématique, l'enjeu de la disruption technologique majeure que nous vivons aujourd'hui, avec les questions de l'intelligence artificielle, des algorithmes, mais aussi de l'attention, notre attention qui est captée à tout moment par les téléphones, par les tablettes, par cet environnement numérique dans lequel nous sommes et dans lequel les générations les plus jeunes ne sont plus encore. La question de la cohésion sociale dans la diversité, la question des inégalités, toutes ces questions nous poussent à repenser non seulement les programmes, mais aussi les façons d'apprendre et peut-être aussi les lieux où nous apprenons. Donc nous avons lancé une grande réflexion internationale où on va entendre les voix du monde entier sur toutes les façons de l'apprendre. C'est avec une commission qui va être présidée par la présidente d'Éthiopie, que nous sommes ravis d'avoir à la tête de cette commission, et à laquelle les universités, les gouvernements, les sociétés civiles, les experts, la jeunesse, les étudiants, les enseignants vont participer pour redéfinir ce que doit être l'éducation du XXIe siècle. C'est ambitieux. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ambitieux, mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire, absolument. Bien, vous venez d'écouter ici tout le bouleversement qu'il doit y avoir dans le monde de l'éducation. Et là, je me félicite, n'est-ce pas, par rapport à l'ARCM, n'est-ce pas, qui met
les pieds dans le plat pour repenser l'éducation, n'est-ce pas, à la dimension, n'est-ce pas, que l'UNESCO retrace. On parlait tout à l'heure d'objets, les téléphones portables, les ordinateurs, tout ce qu'il y a comme terminaux numériques qui captent notre attention. Oui, capter l'attention. Alors, si rien ne capte, si c'est qu'on m'apprend, si c'est qu'on m'enseigne, ne capte pas mon attention, quelle que soit l'excellence de l'enseignant, je ne peux pas assimiler quoi que ce soit. Et beaucoup de personnes parlent aujourd'hui de gamification, de ludification, pour dire, être francophone, de l'éducation. C'est important de rendre attractif ce qu'on veut transmettre comme concept, comme savoir. Je donne un simple exemple. Il n'y a pas d'amphithéâtre de 5000 places. Et aller à 5000, 10 000, 20 000 places, les gens vont s'ennuyer devant un professeur, même si c'était Einstein qui était devant eux. Mais ayez un stade de football de 80 000 places, chacune des 80 000 personnes qui regardent le match fera attention au pied de Didier Drogba et sera là pour juger pourquoi tu n'as pas tiré à gauche et à droite. Chacun est capté parce que c'est le jeu. Et quand il s'agit de jeu, la plus grande, n'est-ce pas, quantité de personnes est à capter en termes d'attention. Et donc, le fait que déjà notre attention soit captée par le numérique, que ce soit jeunes et vieux, enfin jeunes et moins jeunes, j'allais dire. Et donc, le fait que notre attention soit captée par ça, pourquoi il ne faut pas réfléchir à l'utiliser comme moyen pour transmettre le savoir? Voici toute la problématique. Et quand on transmet le savoir, il faut bien entendu évaluer, n'est-ce pas, ce savoir transmis. C'est toute la problématique ici. Alors donc, il s'agit de voir l'impact de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, qui se veut transformer tous les secteurs de la vie, je l'avais dit tantôt, et donc évidemment, y compris l'éducation. Alors, l'éducation ne va pas sans l'évaluation, et donc c'est ça notre problème central. Alors, notre exposé va s'articuler autour de trois scénarios. Trois scénarios, bon, super, hein, ça se dit. Voilà. Alors, premier scénario, l'élève qui compose de façon classique, n'est-ce pas, une évaluation classique, mais avec l'aide de l'intelligence artificielle. Il a composé de façon classique, papier, stylo, et on veut utiliser l'intelligence artificielle pour l'évaluer. Second scénario, alors apprentissage assisté par ordinateur, c'est-à-dire qu'on lui a donné le cours d'amphi, le cours dans la salle de classe, mais il cède dans ses révisions par l'intelligence artificielle. Alors donc, à l'évaluation, comment procéder? Troisième scénario, l'élève a été invité à faire une production avec une autorisation d'usage de l'intelligence artificielle. Comment évaluer cette production? Alors voici les trois scénarios autour desquels, n'est-ce pas, vont s'articuler mes propos. Alors, bien entendu, on parle d'intelligence artificielle, vous aurez tous les supports, ne vous inquiétez pas. Je voudrais vous voir en train de noter sur vos calepins les différentes questions à me poser, parce que tous ces supports, vous les aurez. Merci. Alors, l'intelligence artificielle dans l'évolution technologique. L'intelligence artificielle n'est pas tombée du ciel. Hein. C'est une suite chronologique de l'évolution. C'est parti de la révolution industrielle, n'est-ce pas, qui remplace l'être humain, l'énergie animale, nous sommes des animaux, nous, les chevaux, les bœufs, donc qui remplace l'énergie animale par la machine, de sorte à standardiser les productions, à automatiser les tâches. Ainsi donc, voici la genèse de l'intelligence artificielle. Ce ne sont plus les hommes qui exécutent les tâches, ce ne sont plus les hommes qui fabriquent des chaussures en série, ce sont des machines. La révolution industrielle. Et voici ce jeune savant, je crois anglais, hein, si je ne me trompe, qui invente l'électricité
entre le 19e et le 20e siècle, sans compter les inventions dans la télécommunication. Donc l'électricité, transporter l'électricité, tout ça c'est les moyens de transport, et la télécommunication, donc ça tisse ici, n'est-ce pas, un réseau d'information, de communication. Et donc l'électricité et la télécommunication augmentent, n'est-ce pas, les réseaux d'information, pardon. Mais de là, la télécommunication, l'électricité, n'est-ce pas, ont été, elles aussi, pardon, une base. La base, c'est comme l'escalier, hein, voilà, une marche permet d'accéder à une autre, ainsi de suite. On permet d'accéder, n'est-ce pas, à l'informatique au milieu du XXe siècle. Et là, c'est là la naissance de l'intelligence programmable. Les codes informatiques, il suffit simplement, voilà, les calculatrices commencent à naître, ce sont les premières intelligences artificielles. Alors donc, voilà, avec l'informatique, l'intelligence artificielle a, on dirait l'intelligence programmable, mais ce n'est rien d'autre que l'intelligence artificielle, parce que c'est l'homme qui programme, voilà. Et donc, l'informatique est née. Il n'y avait pas encore de réseau Internet, chacun est isolé dans l'espace où il est utilisé. Et donc, à la fin du 21e siècle, pardon, fin du 20e siècle, je devrais écrire, pardon, c'est une erreur de copier-coller. Voilà. Donc, naquit donc l'Internet à la fin du 20e siècle. Et donc, une interconnexion globale. D'ici les États-Unis, je peux communiquer en une fraction de seconde. En tout cas, même depuis la Lune, on peut communiquer avec moi en une fraction de seconde. Et donc, la massification des supports de connaissances. Ce ne sont plus dans des grottes d'habitation, ce n'est plus sur des tablettes d'argile et de pierre, ce ne sont plus dans des livres qui deviennent maintenant lourds à transporter, mais c'est dans le nuage. Cette masse d'informations n'a plus de masse, n'a plus de poids. Quand on parle de masse, là, il s'agit de volume, de quantité maintenant, big data. Et donc, on a suffisamment un foisonnement d'informations. Il y en a qui utilisent le terme d'une société infobèse, parlant d'obésité, donc un excès d'informations dans la société. Alors donc, et là, maintenant, les programmeurs peuvent utiliser par rapport aux habitudes déjà consignées dans les data, dans les programmes qui sont interconnectés. On peut maintenant imaginer une pensée, une dissertation parce que le robot a accès à toutes ces informations qui se promènent dans le cloud, dans le nuage. Et c'est ainsi que lorsque vous allez utiliser une intelligence artificielle telle que ChatGPT qui est né il y a à peine 2 ans, je ne sais pas, 3 ans maximum, vous pouvez faire n'importe quelle dissertation avec. J'allais dire même à monsieur le directeur, quand il me demandait juste pour le chahuter ma biographie, je lui dirais, bon, tapez dans ChatGPT qui est docteur Elon Zoro, et puis voilà, il exposera, n'est-ce pas, ce qu'il sait de moi par rapport à ce qu'il va puiser dans les nuages. Voilà, et donc nous y sommes, intelligence artificielle qui se trouve maintenant dans nos habitudes et qui s'immisce davantage, qui s'installe même dans l'éducation, parce que tout est éducation. Quand on parle de médecine, on ne peut pas devenir médecin sans éducation. Quand on parle de comptabilité, on ne peut pas devenir comptable sans éducation. Donc, toute la matrice ici de l'intelligence artificielle, c'est l'éducation. Et quand on forme, quand on éduque avec l'intelligence artificielle ou en présence de l'intelligence artificielle, il faut bien mesurer l'acquisition des connaissances. Ce n'est rien d'autre que l'évaluation. Comment faire? Évaluation classique, le premier scénario. Évaluation classique assistée par l'intelligence artificielle. Alors, il s'agit ici du cas d'un élève, par exemple, qui produit un travail classique, un devoir de maison sur papier et tout, bien un devoir en classe. Et puis, l'IA aide l'enseignant à corriger. Déjà, la grammaire, les structures. La grammaire, c'est l'aspect, n'est-ce pas, mathématique de la langue. C'est ça ou c'est pas ça, parce qu'il y a des lois, n'est-ce pas, quand 2 verbes se suivent, par exemple, pour parler de trivialité, quand 2 verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Ça, c'est une loi.
Voilà. Et là, c'est programmable. L'ordinateur peut corriger cela. Vous pouvez le tester. Vous avez ChatGPT. Ayez un devoir avec des fautes. Vous lui dites, corrige-moi, relève-moi les fautes de ce texte. ChatGPT va vous relever ces fautes-là et vous proposer des corrections. Et nous avons des partenaires. Je parle de ma structure et du web qui a un partenaire parrain que je vais vous présenter en fin de présentation, qui peut même analyser le sentiment véhiculé par un courrier. Vous dites, bon, ben, je viens d'écrire un courrier, je vais adresser un courrier à ma hiérarchie, dis-moi si ce courrier porte de bons sentiments. Parce que vous pouvez avoir écrit des fois des courriers sans savoir que ça peut heurter la personne à qui vous avez écrit, sans le savoir. Et donc, l'intelligence artificielle, vous n'avez pas le temps, vous lui dites, il faut m'analyser côté sentiment, quel effet ça peut faire dans le cœur. Est-ce que ça peut le fâcher? Est-ce que ça, vraiment, ça respecte la hiérarchie? Il va vous dire, non, non, ce mot ne va pas être utilisé, il faut utiliser plutôt ce mot, etc. etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle le fait. Voilà. Alors, et donc, l'analyse qualitative, la cohérence des idées, hein, si vous faites du coq à l'âne, l'intelligence artificielle peut le révéler aussi. Alors, et du coup, l'intelligence artificielle devant vous répondre, faire un feedback, là, ça personnalise le retour et ça accélère, n'est-ce pas, le travail de formateur. Un exemple, nous avons une dissertation manuscrite, par exemple. L'intelligence artificielle permet les corrections automatiques en matière d'orthographe et autres, tout ça. Mais ce que l'enseignant, lui, doit faire, il doit plutôt vérifier le raisonnement et l'originalité. Évidemment, un élève de CE2 qui interroge l'intelligence artificielle, le robot ne saura pas que c'est lui, c'est un élève de CE2. Et donc, quand il va produire le résultat, évidemment, ce ne sera pas du niveau de CE2. Et l'enseignant devrait pouvoir savoir quand même. Donc, l'originalité conformément à l'âge cognitif de l'enfant et tout et tout. Et évidemment, bon, ça, je le dirai plus tard. Si je ne l'ai pas dit, je reviendrai dessus. Les QCM, bon, il y a les dissertations, il y a les questions à choix multiples, c'est-à-dire les tests objectifs, tout ça. Là, la correction est totalement automatique. Et donc, une fois c'est automatique, ce que l'enseignant peut tirer comme avantage, il peut voir au niveau des élèves, de ses 100 élèves, de ses 200 élèves, de ses 80 élèves, et donc il peut voir quelle est la fréquence des erreurs. Alors, peut-être 80% des élèves commettent telle faute, 80%. Bon, là, ça arrange l'enseignant en matière de statistiques rapides. Alors, ça peut être par exemple un rapport de laboratoire, ils ont fait des expériences, ils veulent faire un rapport. Alors donc, l'ordinateur peut savoir quelle est la structure standardisée d'un rapport. Et donc, l'ordinateur peut vous donner un style, peut vous dire non, le style n'est pas bon. Voici, pour un rapport, pour un mémoire, pour telle ou telle chose, voici le style qui convient. Donc, l'ordinateur, l'intelligence artificielle peut vous orienter. Et l'enseignant, son rôle, c'est, à lui maintenant de valider les résultats de production de l'élève et la démarche scientifique. Conformément, d'ailleurs, l'intelligence artificielle ne fréquente pas les élèves, mais l'enseignant, lui, fréquente ses élèves. Il sait plus ou moins leur psychologie sociale et tout ça. Donc, il a la possibilité humainement de valider est-ce que c'est lui vraiment qui a produit et de recadrer la démarche scientifique. Exemple 2, toujours dans la même démarche, nous avons le cas de 3 élèves. Alors, faute d'orthographe, par exemple, l'intelligence artificielle détecte 5 erreurs, l'autre 3 erreurs, et donc l'intelligence artificielle peut donner un feedback de 7 sur 10, bon, ce que l'enseignant peut peut-être en sur 20 donner 15, là c'est au libre arbitre maintenant de l'enseignant. Mais l'intelligence artificielle peut l'aider déjà à détecter ça et il apprécie en donnant. Et même les feedbacks qui sont écrits ici, l'intelligence artificielle le donne. Moi, j'ai dû corriger, j'étais très occupé et c'est à 2 jours de leur soutenance qu'on m'envoie les mémoires de mes étudiants de master et ben, je ne pouvais pas retarder cela. C'était 3 mémoires à lire en moins de 24 heures alors que j'avais un projet à rédiger
j'ai demandé à l'intelligence artificielle, relève-moi au moins 10 fautes d'orthographe et puis les fautes de structure. Et l'intelligence artificielle m'a fait un rapport et donc j'ai lu le rapport. Et je lui ai dit de me résumer le mémoire en 10 pages. L'intelligence artificielle a résumé le mémoire en 10 pages. Donc, dans le jury, j'intervenais comme quelqu'un qui a vraiment lu de bout en bout, alors que, voilà. Donc, et j'ai souligné les fautes, je leur ai remis le rapport avec les fautes, les numéros de pages des fautes, tout, et sous l'intelligence artificielle le fait. Donc, ça peut aider avec la multiplicité, surtout nous qui sommes dans l'administration, même ceux qui sont pas dans l'administration, mais qui ont beaucoup de tâches à faire, ça peut les aider. Alors, évaluer un enseignant, un élève, pardon, qui utilise l'IA pour son apprentissage. C'est-à-dire, ce n'est plus le premier cas, il a produit de façon classique et c'est l'enseignant qui utilise l'IA. Dans le second cas, l'élève même utilise l'IA pour s'entraîner. Alors, donc, l'enseignant, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Puisqu'il a utilisé l'IA pour s'entraîner, l'enseignant doit vérifier la validation de ses acquis. C'est important d'encourager les enfants à utiliser l'intelligence artificielle pour s'entraîner. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de censurer cela. On est professeur d'électronique. Notre enfant aime beaucoup utiliser les tablettes, les ordinateurs, interroger ChatGPT pour s'instruire, écouter les vidéos, les tutoriels YouTube pour s'instruire. On dit non, 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 c'est pas, tu ne dois pas l'utiliser, il faut apprendre. En notre temps, là, nous on faisait ça. Faut pas. Et nous-mêmes, professeurs d'électronique à l'université, on se cache. On va voir Diabaté qui n'a pas franchi le stade du BEPC et on lui donne notre téléphone portable pour qu'il répare ça au marché Samsung de Trécheville. Alors qu'on interdit notre enfant de regarder les vidéos tutoriels. Demandez à celui qui répare votre téléphone Samsung, demandez-lui dans quelle faculté il a appris à réparer. Il va vous dire que j'ai regardé les vidéos, j'ai appris sur Internet. Quand je ne comprends pas, je vais dans des forums de discussion et je pose des questions et il y en a qui me répondent. Il a appris avec l'intelligence artificielle, il a appris grâce à ce que l'Internet nous offre. Et grâce à ça, il peut s'acheter une maison, il peut s'acheter une voiture, aller à Trécheville, aller au Black Market, bon, qui n'existe pas aujourd'hui, mais ils se font de l'argent. Voilà. Donc, notre souci en tant que parent, moi je le fais, hein, peut-être que dans les échanges, je vais en parler. J'entraîne ma fille avec l'intelligence artificielle. Elle était complexée au début, mais aujourd'hui, vraiment, elle est devenue une star dans son école. Et donc, voilà. Notre souci, c'est de savoir, de vérifier si, en utilisant cet outil, est-ce que l'enfant apprend vraiment. Donc, nous devons pouvoir vérifier grâce à une épreuve orale. On va lui poser des questions. On va lui faire des tests en temps réel. C'est-à-dire, ce n'est pas des exercices où tu es obligé de regarder quelque part avant de répondre. Non, des tests en temps réel, on t'envoie comme génie en herbe, on t'envoie et tu réponds. Ça veut dire que si tu as vraiment acquis, tu peux répondre en temps réel. Alors, et aussi, l'enseignant devrait pouvoir demander des explications de son... Au lieu d'interdire, il faut lui dire comment est-ce que tu as utilisé l'intelligence artificielle. Dis-moi. L'élève devrait pouvoir expliquer. S'il l'a utilisé intelligemment, vous devez pouvoir le féliciter. Hein? Comment est-ce que tu as utilisé la qualité des prompts? Les prompts, ce sont les questions qu'on lui adresse pour qu'il nous donne des réponses. Hein? Et quel est ton apport? Oui, je lui ai demandé ça, il m'a dit ça, mais quand je réfléchis, je vois qu'à 2 reprises, il est contradictoire. Donc, moi, je suis allé chercher sur Google pour voir et j'ai vu que c'est telle réponse. Donc, voilà. Donc, son apport personnel, les correctifs des biais, voilà. Et donc, l'enfant peut le faire critiquer, peut avoir une analyse critique, n'est-ce pas, du rôle de l'intelligence artificielle. Et quand c'est comme ça, vous développez l'esprit critique de l'enfant plutôt que de lui interdire. Alors, et là, on peut conclure qu'en faisant cela, la combinaison intelligence artificielle et enseignant ne sont que pour une évaluation complète, n'est-ce pas, une construction complète de l'enfant. Alors, deuxième cas, évaluation, n'est-ce pas, avec l'IA comme moyen d'apprentissage. Oui, pardon, voici, ça c'est un exemple. Pardon. Donc, il a révisé avec l'IA et donc l'intervention de l'IA aide l'enfant à comprendre les concepts. Tout ça, vous aurez, je ne vais pas tout détailler. Et donc, l'enseignant, qu'est-ce que lui fait? Il a utilisé l'IA
l'enseignant maintenant passe à la pratique, il lui pose des questions à l'oral, test pratique des connaissances sans IA. Il est devant moi, je lui pose des questions maintenant pour voir si l'IA lui a été utile. Et parce que je suis conscient qu'il doit utiliser l'IA, je le conseille, je conseille l'enfant d'utiliser l'IA. Et donc moi, je lui pose des questions pour voir si véritablement l'IA l'a aidé à passer d'un stade 1 à un stade 2 en matière de connaissances. Bref, vous pouvez lire tout ça après, on va aller plus vite. Je préfère qu'on ait plus de temps dans les échanges. Alors, donc, évaluation, excusez-moi pour cette tautologie, avec l'IA comme moyen d'apprentissage, ça c'est un autre exemple, où l'IA peut, avec l'IA 100%, résolution d'une équation de second degré, il a utilisé l'IA 100% correct, et maintenant on lui demande de passer au tableau pour le faire, 90% correct, ok. L'enseignant peut dire comme feedback, l'élève a bien compris le processus de résolution. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Donc bref, si c'est 70%, si avec l'IA c'est 100%, et puis là c'est 70%, ça c'est à l'enseignant d'apprécier. Ici, il est très rigoureux. L'élève doit encore travailler la méthode de simplification. En mathématiques, par exemple, simplification d'une fraction, quelque chose comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, évaluation d'une production réalisée avec l'IA. C'est-à-dire, moi, je prends l'IA et je dis aux enfants, faites-moi une dissertation philosophique sur la nature animale de l'homme. Utilisez l'intelligence artificielle de votre choix. Attention, en en-tête de votre copie, donnez-moi le nom de l'intelligence artificielle que vous avez utilisée pour écrire votre dissertation. Oui, mettez-la à l'aise. Donnez-moi le nom de l'intelligence artificielle que vous avez utilisée. Et donnez-moi l'historique de vos prompts pour voir s'il pose les bonnes questions à l'intelligence artificielle. Et donc, voilà, ça vous permet d'évaluer la transparence de l'élève, préciser les parties générées par l'IA et les parties que l'élève lui-même a puisées au fond de lui. Sa valeur ajoutée, voilà. Pour enrichir, n'est-ce pas, les suggestions de l'IA. Et, n'est-ce pas, les critiques que les élèves que vous avez invités à utiliser l'IA à faire une production, justement dans leur production, puisque on dit quand tu veux, comment on dit, tu ne veux pas qu'on te vole ton bien, il faut confier ça au voleur. Tu lui dis, utilise l'IA, et puis tu me donnes le nom de l'IA. Au contraire, bien entendu, il sera très transparent et il va faire l'effort des suites. Et donc, vous-même, vous ne ferez que l'aider, n'est-ce pas, à utiliser ces outils d'apprentissage plutôt que de l'interdire. J'avais appris à un moment que quand l'intelligence artificielle ChatGPT venait, c'était interdit dans un pays de l'Afrique. Bon, comme j'enregistre mon intervention, je ne vais pas citer le nom du pays, parce que voilà. Donc, c'était pas, ça ne servait à rien d'interdire, parce qu'aujourd'hui, avec les VPN, on peut se connecter avec des IP qui ne sont pas du pays. Et donc, plutôt que d'interdire, c'est comme les calculatrices, je ne sais pas si je vais en parler après, mais les calculatrices étaient interdites. Je prends l'exemple de Tidjane Thiam ou bien peut-être le directeur de l'Institut, je ne sais pas quel âge il est, de l'académie, mais prenons ceux qui ont passé leur bac dans les années 70 sans calculatrice. Et prenez ceux qui ont passé leur bac l'année dernière ou il y a quelques années seulement, ces jeunes enfants de 19 ans, 20 ans, 17 ans, qui ont eu leur bac à 15 ans, 17 ans avec calculatrice et qui ont été admis aux écoles polytechniques, les écoles prestigieuses internationales. Vous pensez que ces enfants qui ont utilisé la calculatrice sont moins intelligents que ceux qui ont utilisé sans calculatrice? Non. La pédagogie s'est adaptée. Et c'est en cela que toutes ces innovations nous appellent. Ce ne sont pas que les enfants qu'il faut condamner, ce sont les pédagogues que nous sommes qu'il faut condamner. C'est peut-être nous qui sommes paresseux. Sinon, c'est nous qui devrions plutôt adapter la pédagogie, la dispensation du savoir et son évaluation à l'ère, n'est-ce pas, actuelle, de digital age, à ce changement civilisationnel et donc avec ce changement de support de connaissances. Donc c'est à nous. La façon d'enseigner, la façon d'évaluer a changé. Lorsque la calculatrice était interdite et lorsque la calculatrice est autorisée, la façon d'enseigner, la façon d'évaluer a changé. Donc, à nous de changer. Alors, donc, ici,
On dit par exemple, dans le dernier cas où l'élève utilise l'intelligence artificielle intégralement pour rédiger, donc l'IA génère le contenu, l'enseignant vérifie l'originalité et les contributions personnelles de l'élève. Voilà, la valeur ajoutée de l'élève, que ce soit dissertation, que ce soit rapport technique, que ce soit la résolution d'un problème même. Donc, validation des résultats et réflexion critique de l'élève. Donc, l'enseignant analyse la capacité de l'élève à critiquer les suggestions de l'intelligence artificielle et à les transformer en un produit original et cohérent, tout en respectant les consignes initiales. Aujourd'hui, vous qui êtes à l'Académie de la mer, c'est vrai que vous tous, vous n'êtes pas des hommes de terrain sur l'eau, mais je veux dire que depuis le temps de Christophe Colomb jusqu'à aujourd'hui, la navigation s'est nettement automatisée, améliorée aujourd'hui. Donc, on ne va pas demander à nos enfants d'utiliser des moyens du temps de Christophe Colomb, alors que nous-mêmes, on ne l'utilise pas pour naviguer. C'est en train de revenir. Oui, peut-être avec les bugs, il faut revenir aux méthodes passées, parce qu'on ne sait jamais s'il y a une section qui est coupée quelque part. On a eu un bug d'Internet il y a quelques mois là, avec la section des câbles. Oui, pourquoi pas. Alors, un autre exemple, par exemple, une dissertation, l'introduction, le corps du texte et la conclusion, générée par l'IA, chacun. Et donc, modification apportée par l'élève. L'élève peut réécrire l'introduction pour plus de clarté en modifiant ce que l'IA a généré. Donc, l'enseignant peut commenter en parlant, en félicitant l'élève, bonne initiative, etc., etc. Donc, voici autant de feedback que l'enseignant peut apporter. Je ne vais pas tout commenter, je pense qu'on va abonder, on va passer plus de temps dans les échanges. Alors, ce type d'évaluation met l'accent sur la capacité de l'élève à utiliser l'intelligence artificielle, parce que la capacité à utiliser un outil est aussi une habileté, une compétence. Donc, il faut évaluer cela de manière réfléchie, à apporter une valeur ajoutée personnelle. Il s'agit d'une approche qui encourage l'esprit critique et la réflexion sur l'utilisation des outils technologiques. Alors, il y a plusieurs moyens de détection de fraude, si tant est que ça vous le dit. Si le niveau de langage, vous savez que c'est un élève de CM2 ou bien un élève de 3e, vous connaissez le niveau moyen, et lui, il vient vous donner une dissertation avec... Ça se faisait avant, hein, quand il remet la dissertation à son oncle qui est professeur de français, tout de suite, l'enseignant, il sait que ce n'est pas l'enfant qui a rédigé. C'est la même chose, si l'ordinateur a rédigé pour un enfant qui n'a pas un niveau qui est équivalent à la qualité de langage de l'ordinateur, vous savez, donc tout de suite, vous savez. Plagiat. Alors, il y a des outils de plagiat aussi, hein, qui, par exemple, ChatGPT 0 ou quoi d'autre. Voilà, il y a un ou deux outils de plagiat qui permettent, n'est-ce pas, de détecter si l'enfant, il vient vous dire qu'il a produit lui-même, vous pouvez savoir que non, c'est une intelligence artificielle qu'il a utilisée. Demander des explications orales, ça je l'ai tantôt dit, hein, quand il a donné un document. Là, je discutais un jour avec certains de mes collègues à l'ENS qui critiquaient la production, le mémoire d'un étudiant. Ah, j'ai eu l'impression que mon étudiant, il a utilisé l'intelligence artificielle. Je dis, mais ce qu'il a dit, c'est pertinent ou pas? Et oui, c'est bien pertinent, mais donc je dis, où est ton problème? Si c'est pertinent, où est ton problème? Puisque un mémoire, ce n'est pas un devoir qu'on remet comme ça. Un mémoire, il a 15 minutes pour soutenir. À toi maintenant de lui poser des questions pour voir si vraiment il maîtrise. Maintenant, s'il a utilisé l'intelligence artificielle pour apprendre et maîtriser, le but de l'éducation, c'est quoi? C'est qu'il s'approprie ce qu'il a appris. Mais ici, c'est l'approprié. Et que ça a prouvé à l'oral. Tu lui as posé des questions, il a restitué. Il était sûr de lui. C'est qu'il a appris. Donc, peu importe le moyen par lequel il a appris, il s'est assis à même le sol pour apprendre, il s'est assis dans une salle climatisée pour apprendre. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais est-ce qu'il restitue ce que je voulais qu'il restitue? Oui. Alors, où est le problème? Donc voilà. Pour détecter aussi, n'est-ce pas, une production réalisée par l'IA, repérer les incohérences parce que l'ordinateur peut
donner des incohérences. Une fois, je lui ai demandé qui a été lauréat. J'organise des concours dans les écoles primaires, souvent où je remets la bourse de 350 000 francs au meilleur, toujours pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bon, cette année, c'est ma fille qui a gagné. Bon, voilà. C'est évidemment, puisqu'elle s'entraîne régulièrement à la maison. Voilà, mais les parents d'élèves de son école veulent relever le défi cette année. Moi-même, je prie que ce soit un autre enfant qui gagne. Alors, donc là, j'ai demandé à ChatGPT, vous savez, les jeux concours étoiles du web. Oui, c'est un jeu concours organisé par la plateforme EduWeb en Côte d'Ivoire. Et je lui ai demandé qui a été la lauréate des jeux concours au primaire cette année. Et puis, il a donné le nom d'un autre individu que je ne connais pas. Je lui ai dit non, 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 c'est telle personne. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Ok, prochainement, je ne vais pas commettre une erreur. Et c'est comme ça que je cause avec ChatGPT. Et il me dit, il s'excuse. Il me dit, ouais, je m'excuse, je me suis trompé. Voilà. Et donc, il faut savoir, quand on sait, quand celui qui apprend avec ChatGPT, il sait que c'est incohérent. Et l'enseignant, quand il y a une production d'élèves, il peut savoir que c'est incohérent. Et donc, ça aussi, on peut savoir d'où ça vient. Voilà. On tire vers la conclusion. Toutes mes excuses si je vous ennuie. Voilà. Mais là, moyen de détection. Donc, un enseignant peut demander à l'élève de soumettre, par exemple, des versions intermédiaires. Si vraiment tu as travaillé de toi-même, tu ramasses la copie, mais tu ramasses ses brouillons aussi. Parce que normalement, il a réfléchi sur des brouillons. Tu lui dis, déposez vos copies, mais déposez aussi vos supports de réflexion où vous avez griffonné pour travailler là, envoyer. Donc, ça aussi, ça vous permet de voir l'évolution de la construction de sa production. Brouillon, idée initiale, etc. Si aucune version intermédiaire n'est disponible, ou si le texte final est soudainement soigné, c'est-à-dire il n'a même pas fait de bruit, mais tout est clair, soigné, c'est que l'utilisation de ChatGPT n'est pas loin. Voilà, en conclusion, on peut dire que l'intelligence artificielle modifie les pratiques, toutes mes excuses pour le aisément, l'intelligence artificielle modifie les pratiques d'évaluation et ça permet, n'est-ce pas, à l'enseignant de garantir l'équité dans l'appréciation des copies, puisqu'il est aidé par un robot. Et lui-même, il vient rectifier les biais du robot. Et donc, intégrer l'IA tout en préservant l'humanité, c'est le conseil que je peux donner, n'est-ce pas, pour terminer mes propos. Et je reviens ici en disant que comme à chaque nouvelle ère technologique, l'intelligence artificielle ne se substitue pas à l'humain, mais elle devient un outil puissant, capable de transformer en profondeur les méthodes pédagogiques et d'évaluation. À nous, n'est-ce pas, de nous adapter et de veiller à ce que cette révolution technologique reste au service de l'éducation et des apprenants. Parce que nous devons nous souvenir que le calculatrice, qui est une intelligence artificielle, n'a jamais été et ne sera jamais l'ennemi de l'homme. Alors, je conclus. Ah, toutes mes excuses. Il a coupé l'audio. Vous pouvez, j'aime bien que Michel Serres conclue ma conférence, s'il peut mettre l'audio encore une fois. Ça va? Je peux faire? Merci. Je conclue cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Je me prête à vos questions. Merci. Oui, s'il vous plaît.
Je suis M. Loba, conseiller du DG. Alors, en quelques mots, c'est quoi l'intelligence artificielle? Merci. Je crois l'avoir dit, mais bon, comme il est venu, c'est mon voisin immédiat. Quand je commençais, il n'était pas là. Alors, l'intelligence artificielle, ça se distingue de l'intelligence naturelle, on dirait divine, parce qu'en fait, pour ceux qui croient en Dieu, il y a tout ce qui relève de l'artifice, c'est de l'homme, de la création de l'homme. Voilà. Donc, c'est différent de l'intelligence naturelle comme la vôtre, comme la mienne. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence conçue par l'homme grâce à des programmes informatiques. Okay. Oui, s'il vous plaît. Au fond, en tenue rouge, oui. Merci bien, docteur. Merci pour votre exposé. Je suis Akoubé Alex, enseignant-chercheur à l'ESATIC. J'ai une question que je voudrais vraiment poser. C'est une inquiétude voilà, dans les perspectives. Aujourd'hui, on a vu qu'avec l'évolution, à partir de la révolution industrielle, où les machines ont commencé à remplacer l'homme dans l'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous les enseignants, est-ce qu'on ne va pas faire notre place dans l'éducation des enfants? Merci. Merci. J'adore cette question parce que ça me plaît d'y répondre. Évidemment, c'est une question incontournable quand on parle de tout ça. Hein. Je puis vous dire, lorsque Volta et ses amis inventaient l'électricité, il y avait la même crainte. Hein. Oh, ah non, l'électricité c'est dangereux, tout le monde va mourir à la maison, ce truc qui fait blam blam blam, vous voulez mettre ça à la maison? Non, 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 voilà. Parce que dans son laboratoire, Volta, vous imaginez avec ses flashs, ses éclairs et tout, mais ça fait peur. Tout le monde a peur de l'électricité. On dit ça va tuer tout le monde à la maison. Mais aujourd'hui, tout le monde fête quand il y a la lumière au village. Et voilà, donc on a adopté. Et c'est ça, l'intelligence humaine, l'intelligence naturelle, l'intelligence des dieux qui nous a été insufflée, nous permet, n'est-ce pas, d'être au-delà, d'aller toujours au-delà de ce qui est de notre artifice. On est d'accord. Je vais vous dire une chose. Ce que vous dites, c'est dit quand l'Internet naissait, quand l'ordinateur naissait. Ah non, l'ordinateur automatise tout. Beaucoup d'emplois vont disparaître. Mais aujourd'hui, on pourrait même dire que l'ordinateur et l'Internet ont créé une infinité d'emplois. On sauvé l'humanité en termes même d'employabilité. Sam, Diallo, Tizier, qui ne sont même pas allés loin à l'école, arrivent à réparer, moi, docteur, mon téléphone. Il y en a qui créent des logiciels. Il y en a qui créent des logiciels, comment arroser son champ, même quand tu n'es pas là, il suffit d'appuyer sur l'application, les pompes commencent à s'activer automatiquement. Il y en a qui ont créé des drones qui peuvent transporter des poches de sang d'une région à une autre. Il y en a qui ont créé l'automatisation des feux tricolores. Il y en a qui ont créé tout. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. N'ayons pas peur. Allons-y doucement. N'ayons pas peur. C'est notre intelligence qui permet de valoriser. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, chacun l'utilise comme il peut. Vous pouvez écrire 10 romans. Vous êtes d'accord avec moi? Vous causez avec ChatGPT. Vous pouvez écrire votre biographie et vendre. Moi, j'ai envie de connaître votre histoire. Mais peut-être que vous n'avez pas le talent d'un écrivain. Mais grâce à ChatGPT, vous pouvez écrire votre histoire. C'est à la librairie. Moi, je vais acheter pour lire votre histoire. Vous comprenez? Ça vous fait une source de revenus, là. Et à l'écrivain aussi de s'inventer. Chacun s'invente. Et bien, si on se victimise, c'est que ce n'est pas l'échec de l'intelligence naturelle, mais c'est notre échec à nous-mêmes. On est plusieurs en salle de classe, il y en a qui ont la paresse d'étudier, mais nous on réussit quand même. Je veux dire, quand je dis nous, c'est chacun de nous, je veux dire. Voilà. Depuis le CP1 jusqu'à aujourd'hui, certainement qu'il y a des gens qui ont abandonné depuis. S'il vous plaît. Merci.
J'espère que je vous ai satisfait hein, de par ma réponse. En fait, moi, je peux faire référence à la télévision. Oui. Vous vous rappelez? École télévisuelle. Voilà. Il y a eu des grandes professions des fois. Ah oui, ça va faire ceci, ça va faire cela. Et les inspecteurs d'enseignement primaire à l'époque, ils nous mettaient dehors. Plus souvent les jeunes élèves, vous vous rappelez? Oui, j'étais élève. Je crois 5 ans après, on n'a plus parlé d'enseignement télévisuel. C'est ça. N'est-ce pas? En effet. Aujourd'hui, mes voisins me traitent un peu sceptique. C'est cela. Et on se retrouve dans la même situation, dans l'éducation. C'est ça. Vous avez envoyé cette intelligence artificielle. C'est pas moi. Ouais, moi, je disais à mon voisin de gauche, il est d'accord. Mais l'accepter, l'adopter et la mettre en pratique maintenant, sans avoir fait des essais, on se retrouverait peut-être, je ne suis pas toujours sceptique quand même, peut-être dans 10 ans, on reviendra en arrière. Alors, il ne faut pas qu'on commence à célébrer maintenant parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Enfin, moi, je reste encore sur ma fin. D'accord. D'accord. Il ne s'agit pas de remplacer quelque chose tout de suite. On parle plutôt de venir en appoint à nos pratiques. Non, on ne dit pas de remplacer tout de suite. Et puis, l'école télévisuelle dont vous parlez, vous savez, la géopolitique aussi a son rôle. Hein. On ne sait rien. L'école télévisuelle est une création du Canada. La Côte d'Ivoire, Canada, la Côte d'Ivoire, France, je ne dis plus rien. On est d'accord? Voilà. Et donc, une création du Canada, et donc, vous savez plus ou moins, voilà, tout ça, quoi. Voilà. Sinon, ça continue au Canada. Voilà. Oui. Commandant Jacques, je suis enseignant à vacataire. Merci. Alors, moi, ma préoccupation, c'est un peu l'histoire de Nobel qui a voulu mettre la dynamite au service des casseurs de pierre, et puis aujourd'hui, on l'utilise pour tuer l'homme. Alors, ce que je crains, qu'est-ce que les gouvernants, même l'UNESCO, fait pour que l'intelligence artificielle soit vraiment utilisée au service de l'humanité, mais pas contre l'humanité? Bon, je puis dire que je ne suis pas un officiel pour participer aux décisions de l'UNESCO, mais tout de suite, ma réponse que je peux vous donner, c'est une réponse qui m'engage personnellement, c'est ma réflexion personnelle. Je puis dire que déjà, le bien et le mal existent dans l'humanité. Le pôle plus et le pôle négatif, c'est grâce à ça que l'énergie existe. Alors, donc, le bien et le mal ont toujours existé, autant de Caïn, Abel, Dieu, Satan, etc. Le bien et le mal ont toujours existé. Les Chinois disent le yin et le yang, je ne sais pas quoi, peut-être que je me trompe, mais bon, c'est qui savent. Mais le bien et le mal ont toujours existé. Le couteau de cuisine. Vous avez entendu parler des microbes. On va interdire le couteau de cuisine parce que ça aide à tuer. C'est ça? Ça aide à tuer, non? On va interdire. Vous êtes content? Bon, voilà. En fait, c'est une question d'éducation. Nous devons continuer, mettre l'accent sur l'éducation, les valeurs, la psychologie, l'humanisme. Et c'est un combat constant depuis la nuit des temps, depuis les cieux là-bas, Dieu et Satan, jusqu'à aujourd'hui, le bien et le mal. Donc c'est à nous, c'est perpétuel. Ce n'est pas au niveau de la dynamite, ni encore de l'énergie nucléaire, n'est-ce pas? C'est pas seulement. Et depuis le temps des outils existentiels, on prend pour cuisiner, mais on prend pour tuer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est une question de dimension morale de l'humain. Je voudrais rachérir un peu. Excusez-moi, ce n'est pas pour parler de religion, hein, mais je faisais des recherches comme ça, et puis je suis tombé sur un bref interview entre quelqu'un qui voulait comprendre quelque chose et qui a demandé à Jésus pourquoi est-ce que Dieu ne détruirait pas les armes des puissances, puisque en son temps aussi il y avait des puissances. Okay. Voici sa réponse. Il a dit, ce n'est pas une question d'armes. Même si on le ferait, les hommes se battraient à coups de poing jusqu'à s'entretuer. Voilà, je m'arrête là. Ok, les exemples foisonnent. Hein. Il y en a autant d'exemples.
Voilà. Question suivante, s'il vous plaît. Bon, la dame, s'il vous plaît, parce que c'est la première dame qui lève la main. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je suis Kwame Marina, enseignante d'anglais maritime au sein de l'académie. Il y a l'anglais de l'eau, alors. Ma préoccupation est la suivante. Oui. Est-ce que l'avènement de l'intelligence artificielle ne vient pas pour regresser l'élan au niveau des apprenants? Quand on sait qu'aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux et tout ont un impact vraiment très négatif dans la vie de nos apprenants, est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle ne va pas encore freiner encore le niveau, merci. regresser le niveau de nos apprenants? Merci. Régresser, j'avais mal entendu, j'ai entendu redresser, c'est régresser. Alors, c'est un peu comme l'interdit. Tant que c'est interdit, ça augmente le désir de découvrir. On est d'accord? Mais quand vous leur dites, bon, utilisez ChatGPT, utilisez Gemini, utilisez Copilot. Bon, tel groupe, groupe A, vous utilisez Copilot pour travailler sur telle thématique. Groupe B, vous utilisez Gemini de Google pour travailler sur telle thématique. Groupe C, vous utilisez ChatGPT. Vous les emmenez. Au contraire, ils vont commencer à dire que elle nous fatigue avec cette intelligence artificielle là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'interdisez pas, mais vous les encadrez à les utiliser. Et d'ailleurs, vous allez les aider à construire un savoir en le faisant. Ils vont venir. Bon, groupe C, vous allez faire une analyse critique de la production de Gemini, de la production de Copilot, de la production de ChatGPT. Vous, comme vous n'avez pas de thématique, les trois autres vont produire selon chaque intelligence artificielle. Et groupe C, vous allez faire... Donc, vous êtes en train de valoriser l'usage. Vous êtes en train de donner une dimension intellectuelle à l'usage. Vous voyez, vous les accompagnez là, plutôt que d'interdire, et ils vont sortir par la fenêtre pour aller découvrir. Et quand ils sortent par la fenêtre pour aller découvrir, la chute n'est pas loin. Donc, aidez-les à prendre l'escalier, passer par la voie officielle pour les faire découvrir. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci. Maintenant, une question. Bon, c'est le conseil du chef, je vais faire comment? C'est prérogative. Je suis là en tant que... D'accord. Allez-y, vous avez ce privilège. Avant l'autre. Ouais. Ah non, si c'est ça, donnez la parole d'abord. D'accord, le monsieur. Non, en fait, il avait levé en même temps que la dame et j'ai privilégié la dame. Je viens aussi. Ok, merci beaucoup au seul docteur. Alors, moi, c'est docteur Poulet, ancien à l'UFM à l'Université de Côte d'Ivoire. J'ai suivi un peu l'exposé, votre exposé, qui m'a beaucoup marqué parce que vous avez fait sortir vraiment les parties les plus importantes de l'intelligence artificielle. Alors, je parle, je vais descendre un peu à terre. Sinon, mon intelligence artificielle, je l'utilise aussi pour faire la prédiction mathématique. Je fais la mobilisation. Après la mobilisation, j'utilise MATLAB et je combine avec l'algorithme de régression linéaire. Cela me permet de faire la prédiction. Mais ici, je prends le micro et je parle en tant qu'un débutant. Alors, quelqu'un qui est enseignant, par exemple, M. Dis qui est enseignant ici à l'académie, il va venir faire son cours. Si possible, j'aimerais que vous essayez de lui expliquer comment, à partir de son ordinateur, qu'est-ce qu'il peut faire pour être assisté par l'intelligence artificielle. Dans la préparation de son cours, c'est ça? Dans la préparation de son cours. Par quoi il doit commencer pour quelqu'un qui n'a aucune notion même de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Ça, c'est un. Et deux, ici au niveau de l'académie, avec les mémoires qu'on présente, comment les différents directeurs ou bien comment l'école peut essayer d'installer un logiciel de plagiat pour pouvoir contrôler un peu les mémoires que les enfants nous présentent. Merci. D'accord. Bien. En termes de logiciel, hein, je crois il
il y a un logiciel dont j'ai oublié son nom, je ne sais pas si c'est Turing ou bien, je ne sais pas. Mais il y a GPT-0, qui est un logiciel. Ça, c'est pour commencer par la dernière question. Mais en revenant à la première question, un enseignant qui ne sait pas ce que c'est que l'intelligence, enfin, comment utiliser l'intelligence artificielle pour préparer son cours, déjà, il faut qu'il sache quel est le contenu qu'on lui demande de dispenser, quel est son public cible. Voilà. Et l'une des intelligences artificielles qui est très avancée là-dedans, c'est ChatGPT, surtout la version 4.0. La version gratuite, quand on l'interroge, à un moment donné, elle dit qu'elle est fatiguée. La version payante, vous l'utilisez quand vous voulez. Vous pouvez même, Edith Brou l'avait fait une fois et a balancé sur YouTube, enfin sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même lui demander, voilà, parle-moi comme un Ivoirien qui a faim et qui a envie de manger quelque chose. Et l'intelligence artificielle lui parle en Nouchi, parce qu'il y a le vocal qui est là même. Il lui parle en Nouchi. Voilà, c'est pour dire que tant que nos données, tant que nos vocaux sont disponibles dans le cloud, l'intelligence artificielle puise, n'est-ce pas, pour produire quelque chose. Alors, il faut que l'enseignant qui prépare son cours, c'est le même préalable, hein. C'est comme l'intelligence artificielle n'existe pas, mais la bibliothèque existe. Qu'est-ce que tu dois savoir? Ton public cible, ton programme. Voilà, tu connais ton programme, tu connais ton public cible. L'intelligence artificielle n'est qu'une bibliothèque. Voilà, il faut savoir ce que tu veux lui demander. Moi, je vais enseigner les mathématiques à des élèves de 3e sur Pythagore. Ou alors, je vais enseigner les mathématiques sur Pythagore à des élèves de maths et au tel niveau. Mais il va vous développer toute la théorie compliquée de Pythagore. Mais quand il dit 3e, c'est vraiment tout ce qui est simplifié qui va... Quand vous lui dites précisément la nature de votre public, il va vous dire... Bon, moi, je peux par exemple lui dire... Je veux enseigner les élèves de première année à l'ASTM sur telle notion, tout et tout. Voici les habiletés que je veux qu'ils sachent. Dis-moi, en tant qu'un bon pédagogue, parce qu'il aime bien qu'on le flatte, hein, dis-moi en tant qu'un bon pédagogue, donne-moi un plan de rédaction de mon cours. Et il te génère un plan. Tu peux même aller plus loin. Tu peux te contenter de ton plan, hein, et puis aller l'alimenter toi-même. Mais tu peux aller plus loin en disant, bon, merci pour le plan, mais il faut élaborer cela pour un cours qui va tenir peut-être 8 heures, 10 heures. Et il va dire, d'accord, je reprends. Et il alimente tout. Tu peux lui dire, génère-moi une bibliographie de tous tes propos pour que je puisse vérifier. Et il va te générer une bibliographie. Et tu peux aller plus loin. Oui, c'est vrai, la bibliographie. Mais je vais avoir les liens URL pour télécharger ce que tu m'as dit et pour aller vérifier. Il dit, ah d'accord. Et il génère les URL de chaque référence bibliographique. Bon, voici ce que je peux vous dire. Oui. Mais ceci dit, il a tout fait. Mais vous n'allez pas venir devant les élèves pour dire ChatGPT a tout fait. Parce que quand vous serez devant les élèves, ce n'est pas ChatGPT qui va répondre. Hein. Ils vont vous poser une question, ne dites pas, bon, je vais regarder dans ChatGPT. Non, répondez. Voilà. Donc, même s'il a tout fait, appropriez-vous sa production. Voilà, merci. Oui. Moi, j'utilise déjà l'intelligence artificielle, mais vous avez parlé des prompts. Voilà, on dit pour une meilleure utilisation, tout dépend des prompts. Moi, c'est la première fois ici. J'ai entendu une fois des prompts, mais comme vous êtes spécialiste... Non, pas spécialiste, c'est un bien grand mot. Juste passionné, c'est tout. Parce que ça dépend de la qualité des prompts pour avoir un bon résultat. C'est ça. Voilà, donc, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler. C'est ce que je disais tout à l'heure, comme vous avez vraiment envie de poser la question, sinon c'est la même chose que je lui disais. Il faut être précis dans ces questions, c'est juste ça. Il faut être précis, il faut savoir d'abord ce que vous voulez lui demander. Et donc, mieux vous êtes précis, plus vous êtes précis, mieux il répondra. Voilà, c'est ça les prompts. Et comme je le disais tout à l'heure, vous dites, je veux rédiger un article sur tel. Voici le mémoire de mon étudiant. Combien d'articles je peux rédiger avec? Il vous dira
laissez-moi réfléchir. Il analyse le document et puis il dit, voici, vous pouvez rédiger 3 articles ou bien 2 articles. Donne-moi des titres pertinents. Et là, maintenant, je lui dis, comme un expert hautement qualifié. Il aime les qualificatifs. Hein? Comme un expert hautement qualifié. Et là, il va te faire sortir des termes vraiment techniques même, quoi. Il dit, d'accord, j'ai compris. Et il fait, tu peux lui demander encore, bon. Je veux que tu baisses le niveau à un niveau de 3e ou CM2. D'accord, j'ai compris. Et il reprend. Et il simplifie. Donc, c'est ça, la qualité des prompts. Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut être précis dans ce que vous voulez. Et il faut savoir le public cible auquel c'est destiné. Voilà. Donc, c'est pour corroborer ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai téléchargé ChatGPT. J'ai dit, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il peut me produire comme réponse. Mais je vous assure que je suis épaté. Quand ça, aujourd'hui? À l'instant. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, d'abord, je lui ai demandé de me créer une peinture. Et il me répond, me dit, pour quel type de peinture aimerais-tu que j'ai créé une image? Tu peux me donner des détails comme le sujet. Il aime les précisions. Hein? Ou l'ambiance que tu souhaites. J'ai dit une peinture d'une fille stressée. Et il m'a fait sortir la fille stressée. Mais voilà. Et je suis allé un peu plus loin. Je lui ai dit, parlons d'assurance maritime. Puisque c'est... Si, c'est votre domaine. Mais je vous assure, il m'a, en moins de 5 secondes, il m'a fait sortir un coup. Je lui dis maintenant, comme le coup est là, donne-moi 10 QCM. Il a fait. Mais il m'a produit les 10 QCM avec les réponses. Avec les réponses. Mais je suis épaté. C'est ça. C'est ça, hein, c'est ça, voilà. Et ça aide l'élève à s'entraîner. Oui, franchement. Je ne vois pas pourquoi on va interdire ça. Parce que ça aide l'élève à s'entraîner. Vous avez un cours, l'élève dit, voici le cours de mon professeur. Propose-moi 30 QCM sur le cours de mon professeur. Et il propose des QCM. Et l'élève s'entraîne à partir des questions. En fait. Oui, allez-y, s'il vous plaît. C'est une contribution à mon collègue directeur. Je voulais faire cette contribution, mais il a anticipé. D'accord. Vous avez répondu à une question. Oui. Vous avez répondu à une question. Le micro ne marche pas, mais bon, moi j'entends hein, dans tous les cas. Vous avez répondu à une question, la crainte, tout ça, mais je voulais dire que tout ça, je suis épaté. Quand je regarde l'audience, on est d'un certain âge, on ne peut que épater. Oh là là. On a fait des bases, mais vraiment, on a repoussé, mais actuellement on est obligé d'accepter. Il faut l'accepter. Et je remercie la direction parce qu'on a eu le carnaval, mais on n'a jamais pensé, on n'a jamais fait une telle présentation des IA. Et là, ça lève nos craintes. Il faut que ça soit parce levé. que même nous tous qui créons, est-ce que ça ne va pas remplacer? C'est clair que moi j'ai tout tenté de dire même que nous-mêmes les enseignants, nous on est en retard par rapport à nos enfants. Parce que maintenant je constate en réalité, parce que souvent nous on voit des productions, mais on s'étonne, mais en réalité c'est nous qui sommes le problème. Voilà. Parce que l'élève lui maîtrise déjà, il peut venir vous expliquer. On a vu pas plus tard, il est là, on a suivi la dernière soutenance. Effectivement, la dernière soutenance. C'est de qualité hautement supérieure. En outre, là, on a tiqué. On a, il est là, colonel, mais on a su que c'est ça qu'ils ont utilisé. Et là, moi, je peux pas vous dire clairement, c'est nous qui étions dépassés. Ça, c'est clair. Nous, on était dépassés. Ses propos étaient pertinents, vous n'aviez rien contre lui. On n'a rien contre lui. Et maintenant, vous êtes en train de nous édifier à savoir que nous, on doit avoir d'autres sources d'évaluation. Bien sûr. Bien donc, sûr. Pour résumer, pour dire que d'un côté, ça va nous pousser même à chercher plus, comme vous avez dit. Oui, bien sûr. Parce que devant l'élève, là, maintenant, ta valeur intrinsèque doit sortir de C'est ça. Et lui aussi, même en l'autorisant à utiliser l'IA,
puisque c'est autorisé, il sera obligé d'augmenter sa plus-value. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. À ce propos, si le DSUP le permet, je vais faire une annonce. Nous donnons des formations sur l'intelligence artificielle. Voilà, en ligne, 100% en ligne, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer, 100% en ligne. Je vous tiendrai informé des contacts. Voilà, donc il faut vous y mettre. Ça me rappelle une histoire drôle où une maman qui demande à son enfant, Papou, viens m'aider à installer le logiciel de contrôle parental sur ton ordinateur. Aïe, aïe. Tu veux me contrôler, toi-même, tu ne sais pas comment manipuler. Voilà. Donc, voici, ça résume tout ça, quoi. Donc, il faut vous y mettre et je vous encourage à suivre la formation que je vous propose. C'est l'un de mes partenaires, n'est-ce pas, Train Manager, qui donne cette formation en intelligence artificielle. Et le partenaire parrain, c'est une bibliothèque virtuelle avec un tuteur virtuel qui t'aide à répondre à des questions, à résoudre des équations, à t'expliquer ton cours comme un maître de maison. Voilà. Mathib de Wiris, ça permet de vraiment rendre interactifs les exercices de mathématiques, etc. Voilà. J'ai pensé qu'il y avait plus de questions. Il y a une main derrière vous. Je ne pouvais pas voir. Donc, voilà. Oui. C'est le DAF. Ah, pardon. Je vous vois même. Je le vois bien. Oui, oui. La précision est détaillée. Et puis dit que, revenons au moins intelligence. Si l'intelligence est la faculté de s'adapter à la réalité, donc utilisons notre intelligence, et c'est une invite à nous adapter à la réalité actuelle. Alors ça s'impose. Mais en même temps, les principes ne changent pas. Moi j'ai appris hier ici le principe de Bloom. Les 6 points, disons la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation. On dit qu'on ne peut plus faire le dictat de la connaissance. C'est-à-dire avant, c'est parce que c'est pas ceux qui connaissent que tu es le chef. La connaissance est disponible. Il faut plutôt enseigner l'esprit critique, la manière de raisonner. Donc c'est à nous, enseignants, de faire un pas de côté pour aller à l'essentiel. C'est cela, et ça me rappelle un peu Einstein. On ne peut pas dire que Einstein est paresseux. Einstein avait des difficultés à l'école parce qu'il avait du mal à s'adapter à la façon d'enseigner. Il était contre le fait qu'on lui dise de retenir la formule de Newton par cœur. Il dit, mais vous me dites de fréquenter la bibliothèque. La formule de Newton se trouve dans les encyclopédies dans la bibliothèque. Pourquoi vous me demandez d'étudier par cœur? L'enseignant, le pédagogue devrait plutôt me demander, Einstein, voici ce que Newton a fait. À partir de ça, qu'est-ce que toi tu peux faire? Voilà. Et là, je n'ai pas besoin de retenir par cœur. J'ouvre le document, je lis toute l'historique de la formule de Newton et je vois ce que moi je peux ajouter, ce que je peux en faire. Et c'est là le pédagogue devait pouvoir reformuler sa façon d'enseigner. Einstein n'a jamais aimé le par cœur. Pourtant, c'est l'un des génies du siècle. Merci. Au rebord avec vos propos. Oui. Tout d'abord, je vous remercie parce que nous sommes de la vieille école. C'est maintenant que je comprends mieux l'IA. Sinon, je pensais au robot et tout ça, mais c'est maintenant que je comprends mieux la chose. Et j'ai fait une expérience avec chaque, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. J'avais un problème en classe parce que je suis enseignant d'économie et je voulais apprendre à mes élèves en extra comment on répare un cellulaire. Et alors que moi-même, on ne m'a jamais appris ça. C'est ça. Voilà. Et donc, ils se disent que c'est un ingénieur, il peut réparer. Alors que c'est faux. Hein. Bien sûr. Et je suis allé voir les jeunes de, comment on appelle ça, pharmacie d'Ivoirien. Ouais, les jeunes réparateurs de rue. Voilà, pour avoir quelques informations. C'est ça. Et j'ai même acheté même les éléments et tout ça. Ils sont au labo ici. C'est ça. Mais comment démarrer moi-même? Voilà. Et j'ouvre le logiciel là actuellement. Le logiciel me détaille point par point. C'est ça.
comment ouvrir un smartphone, comment analyser, et tout est dedans. Et voilà. Et vous aurez appris. Donc j'ai appris. Voilà. Et donc, à l'ouverture là, je vais jouer au grand porteur. La pédagogie va changer de paradigme. C'est cela. Je vous en prie, merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît. Merci. Au niveau du logiciel, oui. Avec chat, on peut, ou bien il y a une version anglaise. Oh non, non, non. Vous pouvez causer dans toutes les langues du monde, enfin, pas en malinké bien sûr, ni en gourou, parce que là, c'est pas disponible dans le web. Toutes les langues qui sont en ligne, toutes les langues qui sont, je ne sais pas comment on dit ce mot, qu'on peut écrire, voilà. Donc, toutes les langues qui ont une écriture, donc nécessairement disponibles sur le web, vous pouvez interroger ChatGPT. Tu dis par exemple, bon voilà, je veux tant. Il a produit, tu dis, bon, dis-moi ça en chinois. Et il dit en chinois. Et aujourd'hui, avec ChatGPT 4.0, quand il finit, il peut lire. Donc quand il écrit en chinois, tu cliques sur l'audio et puis tu lis en chinois. Et quand tu dis, bon, je veux maintenant que tu m'écris ça en espagnol, la même chose, il le fait. Tout ce que tu lui dis, il le fait. Il est ton esclave, à ton service. Merci. Oui, oui. Allez-y. Si vous avez un micro, allez-y. Aska, chercheur merci de votre présentation, docteur. Merci. Mais dans les explications, vous avez mentionné, par exemple, quelqu'un qui a une dizaine de rapports d'étudiants à rapporter, à lire, par exemple, 2 jours avant la soutenance. Si on veut, de façon pratique, demander à l'IA de nous donner, par exemple, sur un rapport, 5 fautes, comme vous avez dit, 5 fautes d'orthographe, et puis même relever certaines incohérences dans le rapport. Comment est-ce que le prompt peut être formulé? Est-ce qu'il faut avoir d'abord, n'est-ce pas, insérer le rapport? Je ne vois pas bien comment cela peut se faire. Oui, il faut charger. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, les intelligences artificielles le permettent, que ce soit Copilote, que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT, que ce soit même notre partenaire Parem. Vous chargez le rapport par pièce jointe et vous lui dites... il faut avoir ça en numérique encore. Bien sûr. Il faut avoir le rapport sur vous. Merci. Oui, s'il vous plaît. En fait, c'est juste pour racheter ce que vous avez dit. Il faut dire que dans notre institution, la dernière soutenance qu'on a eue là, on avait quand même des rapports qu'il fallait lire rapidement. Donc, effectivement, j'ai étudié ChatGPT.com et ChatGPT.pdf. Voilà, lui permet de charger les PDF. Et puis, quand il a chargé, lui a demandé quand même de me générer un rapport détaillé du mémoire. C'est ça. Et les questions qu'on me posait à la soutenance. C'est ça. Moi, c'était extraordinaire. Voilà. Voilà quoi. Ça vous permet, parce que même si vous ne le faites pas, lui, il va le faire. Hein. Je veux dire, l'enfant va le faire. Que dit, bon, à partir de mon mémoire, là, quelles sont les questions que le jury peut me poser? Et puis lui, il s'entraîne sur cette base. Oui, moi, j'ai rédigé un projet. J'ai répondu à un appel à candidature, j'ai rédigé un projet. Et j'ai demandé à ChatGPT si tu étais un expert. Parce qu'il faut toujours élever le niveau. Tu es un expert international. Et dis-moi comment, sur 20, donne-moi une note sur 20 par rapport à la qualité de mon projet. Et il m'a dit... vous avez 18 sur 20 et les 2 points qui me restent là, il dit il faut améliorer ici, il faut améliorer là. Ça m'a aidé à améliorer mon projet. Voilà. Donc, je voulais juste faire un petit témoignage. Mon fils qui fait sa licence voilà, cette année, il a rédigé son rapport, il doit faire une présentation pour faire le mémoire. C'est ça. Quand tu prends le mémoire, tu fais un PowerPoint. En effet. Donc l'enfant, il va sur intelligence artificielle, oui. Et puis il demande à... Presentation IA. Donc lui sort un PowerPoint en sur son mémoire. C'est ça. Et c'est ce PowerPoint qu'il a présenté, il a reçu la mention très bien. C'est ça, c'est parce qu'il a très bien fait. Moi j'étais stupéfait. Bien ça, c'est ça. Comment t'as fait? Voilà. Mais l'enfant avance sur nous. Bien, c'est tout. Mais on est en train de vous dire que il y a un cas qui quitte Korogo pour venir à Abidjan, vous dites non, ça c'est moderne, ça, mais ça lui marchait. Donc moi je ne prends pas le truc automatique là, moi je vais marcher. C'est ce que vous faites en ce moment. Prenez le cas. En 4 heures vous êtes arrivé à Abidjan. Voilà.
Et je peux vous dire même que ma présentation, ça a été généré par l'intelligence artificielle. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, vous voyez tout ça, ce sont les intelligences artificielles qui a généré ça. J'ai écrit le rapport, le texte de mon comment on appelle, de mon intervention. Et le texte de mon intervention, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, génère-moi un PowerPoint comme il a fait. Voilà. Et il a généré un PowerPoint. Et j'ai dit, bon, ça c'est ChatGPT qui m'a généré le PowerPoint. Hein. Et je suis allé voir maintenant Presentation IA pour lui dire, il faut agrémenter mon PowerPoint. Et il a agrémenté pour ajouter les photos, des choses comme ça. Sinon, c'est ce que ChatGPT fait. Il dit, c'est bon. Merci. Merci. Merci, c'est bon? Une question? Oui. Ça pousse à la modestie. Et justement, ça, merci le DAF. Il n'y a pas que l'argent. Merci beaucoup. Ça pousse à la modestie parce que enseignants et élèves se mettent dans le même moule et ils apprennent ensemble. Un peu comme la nouvelle pédagogie, c'est ce que vous appelez PENAPAS, non? Voilà, ils sont tous assis à même le sol, sur la natte. On est tous au même niveau, on apprend ensemble. Et on est tous dans le même cloud de ChatGPT, on apprend ensemble. Tu dis à Quadio, il est l'élève, hein, mais il vient exposer ce que tu sais. Et puis toi-même, enseignant, tu apprends de lui. C'est une dualité aujourd'hui, l'enseignant et l'élève. On est élève de nos élèves de parce que nous apprenons d'eux en les enseignant. Et ils sont nos élèves aussi. De la même manière, puisqu'on est leurs élèves, ils sont notre enseignant. Donc c'est une dualité, comme Louis de Bois l'a dit, la dualité onde-particule. Voilà. Merci. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je voudrais véritablement vous dire merci et vous inviter, mes partenaires qui sont là, Matip de Wiris, si vous avez par exemple une plateforme Moodle et que vous avez des difficultés à intégrer des exerciceurs de mathématiques, beaucoup de gens disent, ah, mais comment on peut rendre mathématiques interactifs et tout. Matip de Wiris vous facilite tout ça. C'est un partenaire de DuWeb et il y a le prix de vente normal. Et en passant par EduWeb, vous avez une réduction quasiment de 50%. C'est pareil pour Parrain. Parrain est une bibliothèque virtuelle. Vous avez la possibilité de consulter plusieurs documents en ligne et la possibilité aussi d'analyser des tests comme ChatGPT et autres. Voilà, mais sauf que vous n'avez pas besoin de payer autant d'argent pour ChatGPT. Et vous l'avez ça. Si vous avez une bibliothèque numérique, ce serait intéressant de vous abonner. Train Manager, eux, ils donnent des formations diverses en marketing management, en intelligence artificielle, etc. Voilà, autant de partenaires qui m'accompagnent. Là, on n'est pas partenaire. Moi, je l'ai utilisé en tant que client. C'est Presentation IA. Presentation IA. Comment on dit? AI. Non, en français, on dit IA, mais eux, ils disent AI. Presentation AI. Voilà. Oui, c'est vrai. Matip de Wiris. Voilà, c'est lui qui crée les exerciceurs en mathématiques. En tout cas, c'est très intéressant. Ils nous ont donné à EduWeb l'agrément de pouvoir vendre et nous-mêmes, on l'utilise gracieusement. Voilà. Ils disent qu'on était les seuls en Afrique à utiliser et donc il faut qu'on les représente. Ce sont les Espagnols qui ont créé ça. Soit vous passez par le dessus, ou bien vous prenez mes contacts directement et puis on pourrait vous mettre ça à votre disposition. Discipline de laquelle? Ouais, c'est bon? C'est bon? Ah, pour moi, c'est bon, c'est eux. Moi, je ne suis pas le modérateur, moi, je réponds aux questions. Bon, moi, je pense que j'ai fini mon intervention. Hein. C'est la suite à partir aux organisateurs. Merci bien, docteur Eloy Zoro.